Aujourd'hui, le gros journal a posé son plateau devant l'hôpital Foch. On va parler procréation, PMA, avec le professeur René Friedman, qui a écrit ce livre, Le droit de choisir. Dans un instant, vous allez connaître la véritable identité du doc gynéco et vous allez tout savoir sur comment on fait des bébés en 2017. Salut et bienvenue dans le gros journal. On est là devant des urgences et on est avec René Friedman qui a écrit ce livre, Le droit de choisir. Alors René Friedman, est-ce que vous pouvez vous présenter? Pourquoi on est là déjà? Pourquoi on est là? D'abord, on est là parce que je travaille à Foch. Qu'est-ce que vous faites? Et je fais de la gynécologie obstétrique et de la médecine de la reproduction, ce qui veut dire Que vous êtes le vrai doc gynéco. que je m'occupe des couples qui sont infertiles, des bébés ensuite au moment de l'accouchement, et puis parfois entre-temps de la chirurgie quand c'est nécessaire pour que les choses se passent bien. Et voilà, donc ça fait 5 ans que je suis dans ce service et on vient d'ouvrir un tout nouveau centre de fécondation in vitro. Alors ultra moderne. le livre s'appelle Le droit de choisir, Ouais. mais c'est le droit de choisir entre quoi et quoi? C'est le droit de choisir de faire de la bonne médecine. Alors ça a l'air comme ça simple, mais en fait, dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, la France est terriblement en retard. C'est-à-dire que nous avons des blocages qui n'existent pas dans les autres pays européens et qui mériteraient, et c'était le but de ce livre qui a été signé par 200 médecins et biologistes, pour essayer d'alerter nos politiques de la nécessité de faire la bonne médecine. Or, nous ne faisons plus de la bonne médecine. Alors c'est quoi la bonne France. médecine? La bonne médecine, c'est de proposer des techniques qui soient adaptées à chaque cas. Je veux dire, dans la fécondation in vitro, je ne refais pas tout, mais vous savez qu'on prélève les ovules, les spermatozoïdes, on fait au laboratoire le début du début, c'est-à-dire les embryons, et qu'on s'aperçoit que lorsqu'on les remet dans l'utérus, lorsque ce processus est nécessaire, eh ben, il y a 60 à 70% des embryons qui ne vont jamais s'implanter. Donc il y a un taux d'échec extrêmement important. Alors vous parlez de la GPA. Je parle aussi de la GPA. C'est quoi la GPA? Parce que j'aimerais comprendre. Alors la GPA... J'entends parler de partout, oui à la GPA, non à la GPA. Voilà. Alors c'est quoi la GPA avant de dire oui ou non? Alors la GPA, c'est le fait que ce soit une femme qui va porter un enfant alors qu'elle ne va pas le garder, elle a signé un contrat et elle va le laisser à la naissance à ceux qui ont commandé. C'est donc une location du corps. Donc pour vous, c'est oui à la GPA ou non à la GPA? C'est non à la GPA. Alors, et la PMA, c'est quoi la PMA? La PMA, c'est la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire que c'est toutes les techniques que l'on a en biologie et en médecine pour essayer de favoriser la venue d'un enfant. Par contre, la GPA, pour moi, c'est la limite, la ligne rouge que je ne souhaite pas dépasser. Alors, le combat que vous menez aujourd'hui pour la PMA, vous le menez contre qui? Je le mets contre les idées retardataires qui ne veulent pas comprendre qu'on est rentré dans une ère où effectivement on ne peut plus accepter de faire de la mauvaise médecine. Je m'explique. Je disais que 70% des embryons ne vont pas s'implanter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme les yeux, on croise les doigts, on serre les mains, on les joint et on regarde les yeux au ciel en espérant que ça s'implante, ou est-ce qu'on va les analyser dans certains cas? Je ne dis pas toujours. Mais lorsque ça se répète, les échecs, on pourrait les analyser parce qu'on sait qu'il y a des embryons qui ne vont pas s'implanter. C'est pas la peine de les remettre, c'est pas la peine de les congeler, c'est pas la peine de faire durer, on va dire, le plaisir, mais il n'y a aucun plaisir justement. Il n'y a que la déception, il n'y a que de l'émotion qui n'est pas exprimée. Ce d'autant que toutes les femmes enceintes en France, les 800 000 femmes enceintes, peuvent très bien, si elles le souhaitent, faire un test à 9 semaines de grossesse pour savoir si le fœtus qu'elles portent est normal. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'anomalie chromosomique. Alors nous disons, pourquoi est-ce qu'on peut faire cet examen à 9 semaines de grossesse et pas juste avant le transfert? Puisque si on le fait 9 semaines après et qu'il y a une anomalie, on se pose la question, est-ce que je garde un enfant avec une anomalie qui peut être très grave, ou bien est-ce que je décide de ne pas continuer la grossesse? Donc plutôt que d'être dans cette situation, on peut le faire avant. Or ça se fait en Angleterre, en Belgique, je dirais en Espagne, en Italie, même en Italie. Qu'est-ce que vous faisiez en 1973? Ben justement, je participais à faire de la bonne médecine quand je voyais que les avortements clandestins entraînaient des morts et des complications extrêmement graves, infectieuses en particulier. Donc j'ai été et j'ai milité pour la prise en main médicale des demandes d'interruption volontaire de grossesse, ce qui ne veut pas dire que c'est simple,
Mais je préfère que ce soit fait médicalement que clandestinement, parce que ça a amené toutes ces catastrophes. Je suis pour l'avortement libre et contrôlé médicalement, bien entendu. Car si on institue une commission, on ne fait qu'engendrer, que perpétuer la clandestinité des autres avortements. En effet, 5% simplement des femmes seront sujets à l'avortement thérapeutique. Que feront les autres? Nous aurons exactement le même problème, nous aurons toujours les mêmes affres de mort par septicémie ou d'autres mutilations, et c'est essentiellement contre ceci que nous luttons. À l'époque, vous avez pris des positions et des risques pour les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, défendre ce que vous défendez, c'est encore prendre des risques? Écoutez, d'abord je ne l'ai pas vécu comme ça. J'ai vécu nous étions un certain nombre de médecins, et beaucoup de femmes d'ailleurs avaient témoigné à l'époque. Là encore, nous sommes de nombreux médecins, et nous sommes aussi avec des associations de patientes, comme l'association BAMP, qui essaye de faire bouger les choses dans le même sens. Là, vous conseillez les gens d'aller à l'étranger pour Non, faire... Enfin, je conseille les gens. J'écoute d'abord leurs demandes, et quand je vois que je n'ai pas de solution en France, mais que par contre il y a une possibilité à l'étranger, nous discutons de cela. D'ailleurs, avec Internet, tout se sait, hein, j'apprends rien. Et j'essaie de discuter avec eux, de les accompagner. Et c'est ce que on nous a initialement reproché, c'est-à-dire de jouer un peu les agents de la circulation. Pourquoi ? Parce qu'on dit à un couple, ben, écoutez ça, le don d'ovocytes, vous pourrez le faire en Espagne, vous pourrez le faire en Belgique. Ici anonyme, là non anonyme, c'est à vous de choisir, mais ça va vous coûter de l'argent. On ne leur met pas trop la pression aux femmes avec ces affaires de... Il ne faut pas. Moi j'ai plein de copines qui craquent, qui se mettent la pression, Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que... qui du coup nous mettent la pression. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que la prévention n'est pas assez bien faite. Alors dans un monde idéal, si les femmes, elles avaient le droit de choisir, qu'est-ce que ça donnerait? Oh non, ça donnerait simplement le fait qu'elles sont déjà informées, premier point, que l'on joue sur la prévention. Pourquoi y a-t-il tant d'infertilité? Je ne parle pas du fait de la rencontre, les difficultés de trouver, encore une fois, l'heureux élu. Moi, vous savez, je suis très fort pour faire des couples. Vous êtes welcome. Ouais, Hein, welcome si vous avez des copines en galère, je suis très très fort pour monter des couples et tout. Mais écoutez, plusieurs mariages à mon actif. Mais voilà, mais le mariage c'est un premier pas, ou en tous les cas une rencontre c'est un premier pas, mais après il faut que ça marche, si on a un projet en tous les cas. Je parlais de prévention. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'infertilité aujourd'hui en dehors de l'âge? Parce que justement, il y a peut-être le mode de vie, le stress, les polluants, la nourriture, tout ça doit être pris en compte. C'est ce que j'allais poser comme question, c'est est-ce que moi, j'appartiens pas à une génération bousillée? Pas bousillé, mais en danger. En danger parce qu'on a mangé n'importe quoi, parce que les pesticides... Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'actuellement, on met beaucoup l'accent, et je voudrais qu'on fasse de la recherche et qu'on stimule cette interrogation de pourquoi on se retrouve dans ces infertilités. C'est vrai qu'ici, à Foch, par exemple, mais dans d'autres endroits aussi, on essaye de monter tout un centre de prise en charge plus global. Pas uniquement de jouer sur la biologie des ovocytes, des spermatozoïdes, mais justement sur l'alimentation, sur le stress, la perte de poids, l'activité physique. Tout ce qui peut favoriser, en tous les cas, un bon fonctionnement, et donc peut-être la réalisation du projet de ce petit couple charmant, même successif, ça dépend de chacun. Vous allez faire quoi après cette émission ? Justement, je vais aller remettre un petit embryon. C'est ça le geste de l'embryon? Oui, un petit embryon dans une utérus d'une dame et d'un monsieur qui m'attendent, mais je leur ai prévenu que nous avions un peu de retard. Eh bien, je vous laisse aller féconder. Merci à vous. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+, en clair pour le Gros Journal. L'émission en intégralité sur clic.tv et en replay sur MyCanal. C'est ça? Je sais pas, on va voir si ça marche. Si ça marche, je le referai. Hein. Merci professeur Friedman. Merci à vous. Comment ça va Pierre Berger? Ben, pas trop mal. Merci de nous accueillir. Ben, vous êtes les bienvenus.